Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Deux présidents à la tête d'un des plus vieux partis politiques du renouveau démocratique, le PSD. C'est le moins qu'on puisse dire au regard du dernier développement qu'a connu la crise qui secoue le Parti social-démocrate. Après présentation aux hommes de médias du nouveau bureau politique du dit parti sous la bannière d'Emmanuel Golou, l'aile à Moussou Bruno a fait connaître à son tour le sien en fin de semaine écoulée. Un bureau de 48 membres conduit par Clément Ouinou Ebo. Et en attendant un arbitrage conséquent des instances judiciaires, les deux ailes réclament chacune la paternité des attributs et titres du parti. Les militants désemparés essaient de se rallier au gré des affinités et intérêts avec les deux camps désormais en présence. L'issue reste énigmatique. L'impact certain sur une classe politique visiblement toujours en quête de ses repères. Crise au sein du Parti social-démocrate, un casse-tête politico-judiciaire, c'est le thème au menu de votre émission du jour. Avec nous, pour l'instant, débat, deux invités. Un consultant média communication, Agapit Maforikan. C'est à ce titre qu'il intervient ce matin. Agapit Maforikan, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. En face de vous ce matin, un homme que vous connaissez très bien, Médéric François Gongo, éditorialiste. Il est le fondé du côté béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs de Sika TV. Bonjour. Merci pour la disponibilité aussi. C'est moi. Alors, feuilleton crise au PSD, je me retourne vers Agapit Maforikan, l'épisode du week-end écoulé. Oui, un nouveau bureau porté sur les fonds baptismaux. Quelle lecture en avez-vous fait? Ben, rien de nouveau, un peu comme du déjà vu en certaines époques, certaines années. Disons que c'est cyclique un peu dans notre pays. On a connu, même déjà au sein de ce parti, déjà une scission avec Dansou, feu ancien ministre Dansou. Mais la crise n'est pas allée jusqu'à ce niveau, mais on se rappelle encore la crise au sein du pays, du Parti du Renouveau démocratique, avec M. Adrien Ouedji et Feu Kamaro Fassassi. Donc, au niveau du parti, il y a une scission de compte commune entre Albert Tevo et François Tanquinou. Donc, c'est pas absolument nouveau. Et tout récemment, d'ailleurs, au niveau de la Renaissance du Bénin. La Renaissance du Bénin aussi a deux chefs, puisque Yadi Vinance-Oglo se considère toujours comme président de ce parti, au même moment que Yalel Abraham Zizoko. Donc, ce qui s'est passé, c'est un peu cyclique. Mais au niveau du Parti social-démocrate, on peut dire que c'est une sorte de prolongation de ce qui s'est passé lors de la présidentielle. N'oubliez pas que lors de la présidentielle, l'Union fait la nation, dont le PSD est membre, en tout cas sous la houlette de Bruno Amoussou, s'est refusé à désigner un candidat en son sein, après avoir laissé pendant longtemps deux postulants travailler pour et mobiliser des ressources, mobiliser des militants. Je pense que finalement, chacun a dû prendre sa route. Et Bruno Amoussou a joué un rôle assez trouble à ce niveau, il faut le dire. Je pense que des frustrations nées de cet épisode ont continué à exister. Et l'un des dénouements est ce que nous avons vécu depuis, ce que nous vivons au niveau de ce parti depuis quelques semaines, et qui a eu une sorte de paroxysme lors de ce week-end avec le deuxième congrès, avec le deuxième bureau aujourd'hui. Et comme vous l'avez si bien dit, il n'y a qu'à maintenant attendre les batailles judiciaires qui vont se dérouler, puisqu'administrativement, la question semble réglée. Mais au niveau judiciaire, je pense que c'est là que nous allons attendre et voir un peu ce que ça donnera. Les jours à venir. Les jours à venir, oui, Médéric François Gongo, le bicéphalisme à la tête du PSD, plus que la justice, pour éviter que ça dure. Mais c'est vrai, mais lorsque l'on observe un peu l'existence, je dirais même le fonctionnement des partis politiques, l'on se croirait dans une logique de crise d'existence, de crise de maturation ou de crise de leadership. Ainsi que l'a dit mon éminent confrère tout à l'heure, nous avions vécu dans un passé lointain et récent des crises au sein des partis politiques avec le PRD Nouvelle Génération, NTC, le parti Ensemble, le phare, à la FIA avec le phare, même au niveau du Cardoulien. Nous avions eu une scission qui dénote autant de départs, autant de scissions, autant d'implosions
qui dénotait déjà de la fragilité des partis politiques au Bénin, et ceci nous renvoie à leurs conditions de création. Rappelons que c'était des associations de développement qui avaient des emprises au niveau des villes ou par extension des régions qui se sont transformés en partis politiques au lendemain de la conférence nationale, mais qui avaient beaucoup plus des ancrages ethnicistes, des ancrages sectaires, et à telle enseigne qu'on n'avait pas eu, depuis le renouveau démocratique, on n'avait pas eu de véritable parti politique. Nonobstant le PSD, un peu le parti Fosclé, qui arrivait à organiser des universités de vacances pour aiguiser un peu la conscience, pour donner l'impression d'animer la vie publique et de mettre au pas leurs militants pour une participation efficiente au débat public. Nonobstant ces racas, nous n'avons pas eu de véritable parti politique, sinon que ce sont des clubs électoraux qui connaissent une effervescence à la veille des périodes électorales, qui sont beaucoup plus actifs pendant les élections, mais qui s'éteignent tout juste après les élections et qui ne connaissent de la vivacité qu'à l'occasion des formations de gouvernement ou à l'occasion des élections à venir. Tel est le tableau. Ce tableau nous renvoie à une analyse. L'analyse selon laquelle est-ce que les principaux acteurs politiques intériorisent leur rôle d'objecteurs de conscience? Est-ce que leur ambition ne se limite pas seulement à la lutte pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir? Est-ce que les acteurs politiques qui, dans l'ensemble, ont été des militants au niveau de la Ligue, au niveau du Rajemo, au niveau de la FEANF, au niveau du FACEN, au niveau de tous les mouvements auxquels nous avons assisté quand nous étions tout petits, tout gamins, les mouvements que nous avons connus dans les revues de presse, Dao Express, la presse estudiantine au niveau de Dakar ou au niveau de Paris, ces mouvements qui ont généré des leaders d'opinion, entre guillemets, et qui sont arrivés au lendemain des indépendances pour animer la vie, et qui ont connu une hibernation à la faveur de la révolution, mais heureusement, qui devraient saisir la balle au bond à l'occasion du renouveau démocratique pour nous offrir nos spectacles, mais malheureusement, nous en sommes là. Au niveau du PSD, c'était prévisible puisqu'il y avait un tâtonnement au niveau de l'Union fait la nation, dans laquelle se retrouvait le PSD, dirigé relativement par le président Bruno Amoussou, alors que statutairement, le parti était dans les mains de Golou. Golou qui a opté pour un choix, le choix d'aller avec le candidat Adjavon. L'Union fait la nation qui a joué un rôle bizarre, puisque l'Union fait la nation devrait sécréter en son sein un candidat. On avait laissé le candidat Eric Ndoté faire le travail, mais jusqu'au dernier moment, on a constaté même qu'au sein de l'Union fait la nation, il y a une stratégie de mettre les œufs dans différents paniers pour forcément, au finish, être au pouvoir, quelle que soit la suite des événements. Aujourd'hui, le président Golou se réclame statutairement président du parti, a eu à organiser, sans que les forces de l'ordre ne s'y opposent, a eu à organiser son congrès. Mais malheureusement, on a laissé encore le président Moussou organiser son congrès. Alors que dans le cas... Vous voulez dire qu'il fallait un arbitrage? Pas parallélisme de forme. Oui. Dans le cas de la Renaissance du Bénin, on a autorisé le congrès des frondeurs qui donnait l'impression d'être beaucoup plus avec le pouvoir actuel. Mais jusque-là, avant même que le dossier ne soit vidé, nous avons constaté une révocation dans des conditions artistiquement relativement mal orchestrées, comme nous le constations depuis l'arrivée de ce système où tout échoue à ce système. Mais on n'a pas constaté cette vigueur de la justice des paquetiers, s'il faut que j'en parle à ce thème. On n'a pas constaté cette vigueur du ministre de l'Intérieur pour interdire, puisqu'on ne saurait accepter la tenue de 2 congrès au niveau d'un même parti politique, parlant du PSD, alors qu'au niveau de la Renaissance du Bénin, tacitement,
on avait en quelque sorte autorisé les fondeurs et mettre en veilleuse le parti, le président statutaire, légitime et légal du parti. Agapite, oui. Le problème du PSD, Médéric, oui. en ligne de mire, nous amène à constater le prolongement du combat entre les deux ténors de la rupture. Je veux parler du président Sébastien Adjavon et du président Patrice Talon. Cela nous amène également à constater que le pouvoir en place, après avoir échoué dans la logique de la recevabilité de la Constitution, a senti que même si la légalité lui était acquise, la légitimité qu'il avait perdue au niveau de la population s'est un peu transformée au niveau du Parlement. Et dans cette logique, ce pouvoir devrait procéder à une implosion des partis politiques et aller vers une nouvelle configuration politique, espérant avoir la maîtrise des événements. Agapite, la façon dont le problème se pose aujourd'hui, est-ce à interpeller d'autres pouvoirs publics ou politiques, ou plutôt les intéressés eux-mêmes? Parce qu'il faut souligner que dans le cas de figure, Médéric faisait des paralyses de forme avec la crise au niveau de la RB, mais il faut signifier que le dossier tel introduit à la justice a été tranché en l'état. Et de ce point de vue, on ne pourra pas s'attendre à une autre intervention de la justice si la justice, elle, n'est pas saisie. Parlant du congrès qui s'est tenu. Vous parlez de quel, du PSD? Du PSD, oui. Non, il y a deux volets dans cette affaire du congrès. L'administration ne peut pas... C'est une réunion publique. Et une réunion publique doit pouvoir avoir lieu. Il n'y a pas de raison que, même si aujourd'hui le camp Léa Lissoglo voudrait organiser un congrès, je ne vois pas pourquoi on le lui interdirait. C'est une réunion publique, elle doit se tenir, quel que soit le nom. Il peut porter deux noms, le même logo. L'administration n'a pas à s'y intervenir, à s'y opposer, à s'y interposer. Par contre, le débat ira là où il ira, puisque en réalité, la charte des partis réglemente les logos, la gestion des logos et autres. Donc du coup, ils iront. Le ministère de l'Intérieur a déjà pris position d'ailleurs. Dans les deux, que ce soit au niveau de la Renaissance du Bénin comme au niveau du Parti social-démocrate, il est évident que l'administration de l'État a déjà pris position. Dans le cas du PSD, il est clair, on a exploité certaines négligences, parfois incompréhensibles, mais bon, dans le pays, comme tout le monde s'habitue à le dire, oui, mais c'est le pays est comme ça. Alors donc, on a exploité ces laxismes qui ne peuvent pas être compris, et du coup, ce qui était acquis est devenu finalement une situation de fait qui aurait dû être comprise comme telle. Et les négligences appréciées en leur qualité est devenue une situation qu'on oppose au formalisme. Quoique le formalisme était ce qui doit. C'est-à-dire que dans le cas d'Express, le camp Golo a péché par laxisme, en ne corrigeant pas au niveau du ministère de l'Intérieur les données. C'est peut-être ça. Mais dans la pratique, et tout le monde sait, et la cohérence, la logique, on me dira la logique n'est pas politique. La politique, c'est un jeu d'intérêt, un jeu d'acteurs, un jeu de pouvoir, un jeu d'intérêt. Et dans le cas d'espèce, le camp Amoussou exploite administrativement ce volet-là. C'est le premier élément que je voulais. Le deuxième élément de l'affaire, c'est que naturellement, le pouvoir politique exploite naturellement cette situation. On l'a dit, je l'ai dit. Nous sommes dans la prolongation de ce qui s'est passé lors de la présidentielle. C'est-à-dire qu'on a laissé deux candidats, Éric Koundété et Emmanuel Golou, travailler 1 an et demi, 2 ans durant, mobiliser les énergies, travailler pour être candidat. Et au moment de désigner le candidat de l'Union fait la Nation, on a sorti des arguments bizarres. Et on les a renvoyés dos à dos, et en faisant le choix. C'est inimaginable pour l'Union fait la Nation. Mais bon, ça n'a surpris personne. Mais ça a dû frustrer les deux candidats en question, dont l'un est le président connu, reconnu par Bruno Amoussou lui-même du Parti social-démocrate, Emmanuel Golou. Emmanuel Golou a été régulièrement élu président du Parti social-démocrate, connu. Et Bruno Amoussou doit pouvoir l'attester. Et l'honnêteté que Bruno Amoussou devrait pouvoir avoir. Et c'est ça que je dis. On est dans le formalisme. Mais l'honnêteté d'un vieux brusca comme Bruno Amoussou, c'est quand même de reconnaître qu'il y a eu un congrès au cours duquel Bruno Amoussou a été élu et Emmanuel Golou a été désigné président du parti. Qu'on n'ait pas pu mettre les documents à jour.
on ne peut, c'est clair, nul ne peut se prouver sa propre turpitude. Mais quand même, parfois, vous commettez une faute sur le terrain, l'arbitre vous sanctionne l'autre, et vous dites non, l'arbitre, c'est pas faute. Pour nous, Moussa aurait pu être gentleman dans la matière. Et c'est là que, franchement, il déçoit quand on a fait une carrière, quand on est au soir de sa carrière, je pense que quelque chose manque. Donc ça, c'est le volet. Maintenant, la bataille judiciaire qui va s'ouvrir, c'est vrai, le tribunal ne peut pas, à l'instant, intervenu. Et le tribunal a dit ce qu'il fallait dire. Le jeu était un peu ouvert. Quand on fait une bonne lecture, on a compris. Mais l'autre, quand on fait son congrès, celui-ci l'a fait également. Et on rentre dans le contentieux. On va rentrer dans le contentieux. Contentieux de nom et de logo, de couleur, donc des sceaux du parti. Et là, c'est sûr que c'est une bataille de longue haleine. C'est pour ça que moi, j'estime qu'en la matière, et Bédéc l'a dit, il se joue deux choses. Il se joue le positionnement politique du PSD ou le repositionnement politique du PSD. Bruno Moussa a constaté que l'Union fait la nation, dont il estimait que l'Union fait la nation était quelque chose de plus efficace, de plus grand, de meilleur. Et en lâchant le parti, il s'est mis la couverture de l'UN en pensant jouer un grand rôle. Il a compris que l'Union fait la nation n'est que l'ombre d'elle-même depuis que leur idée de 2011 de racheter le pouvoir à Boniaï n'a pas fonctionné. Ils ont pu colmater les brèches en 2015 lors des élections législatives, en piochant un peu partout, membres comme non-membres. En tout cas, il faut être l'anti-haïsme et puis bon, ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, l'Union fait la nation n'est que l'ombre d'elle-même. Donc Bruno Moussa a compris qu'il ne jouait plus d'un grand rôle et là, il veut se mettre au centre du débat. Alors il retourne vers son parti d'origine pour se repositionner, mais où? Au cœur du parti, au cœur du pouvoir. Première chose. Donc il se joue le soutien à l'action du gouvernement actuel. Et ça, Bruno Moussa prend position. C'est pour ça qu'il a besoin de l'appareil. Ensuite, il se joue les élections législatives à venir, l'un entraînant l'autre. Donc le positionnement dans le coup faux. Le président qui est là, naturellement, qui était censé ne pas être candidat, et qui était censé faire un tour, et un mandat, a dit j'aviserai. Et dans le j'aviserai, vous avez compris que depuis lors, les jeux ont été lancés. Les campagnes de vulgarisation, du programme d'action du gouvernement ont repris. La communication a quitté la norme, est devenue totalement ouverte. Donc bref, on a repris ce que nous pensions, ce qu'on pensait être les tares des systèmes passés, ce qu'on a mis en avant comme les tares majeures du système Boniaï, on les a remis, on les a réchauffés, on les a remis en selle, et je pense qu'on fait encore un peu pire que ce qu'on a dit. Donc, voilà un peu la situation aujourd'hui au niveau du parti. Ce n'est pas absolument nouveau, mais c'est fait que la refondation nous avait habitués, nous avait été servi, dans la rupture. La rupture nous avait servi un discours qui aurait dû rompre avec certaines pratiques. J'ai l'impression que des acteurs se proclamant de la rupture utilisent des méthodes qui ont été déjà expérimentées des décennies, des années, des mois, et ils les remettent encore à l'actualité. Voilà. En tout cas, ils sont nombreux à se demander comment Médéric François Bongo, de gens aspirants à conduire les destinées de l'État, ne puissent pas en arriver à régler à l'interne des différends, car le dialogue, dit-on, est plus efficace au-delà de tout que des problèmes qui virent à la confrontation. Gérer un État, c'est savoir dialoguer. Et un parti politique doit pouvoir déjà donner l'exemple pour aspirer demain à la magistrature suprême. Quelle lecture vous en faites? Je crois aujourd'hui que les partis politiques nous montrent leur vrai visage et nous amènent à dire tout simplement que dans leur ancienne ou actuelle formule, ils ont vécu. Les grands ensembles politiques ont vécu. La charte des partis politiques, le statut de l'opposition tel que rédigé aujourd'hui, même si on ne remarque pas une certaine mise en œuvre dans tout le sens, ces thèses sont aujourd'hui désuets par rapport aux réalités que nous avons aujourd'hui. Deuxièmement, la quête de la majorité politique, du pouvoir en place avec cette logique de ruse et de rage, nous amène à constater, à regret, que des gens qui devraient constituer des exemples, qui devraient constituer des idoles, qui devraient constituer des icônes politiques à suivre, s'adonnent à des jeux d'une bassesse inqualifiable.
sinon que le président Bruno Amoussou, vénérable président Bruno Amoussou, aurait contesté la présidence de Emmanuel Golou pendant qu'ils étaient en train de se chercher ou de se rechercher dans le choix lors de la présidentielle. Et là, il aurait raison. S'il avait fait en ce moment, le débat allait être très vite vidé, les militants allaient savoir où aller. Mais aujourd'hui, s'il le fait, ce n'est pas forcément pour servir le PSD. Parce que dans l'un... C'est pour servir qui? J'en viens. Dans l'un ou l'autre cas, dans le cas de la Renaissance du Bénin, dans le cas des FCBE, parce que, ne l'oublions pas, dans la logique de la formation du bloc de la majorité présidentielle, nous avions vu une grande partie des FCBE qui est partie vers la mouvance d'élus. D'élus. Oui. Qui sont partis vers des élus, qui sont partis vers la mouvance, et qui s'attendent à ce qu'il y ait des dividendes de ce repositionnement dans la logique de la formation d'un gouvernement à venir. De la même manière, il y a un combat au niveau de la RB, de la sorte, il y a un combat au niveau du PSD, et nous verrons le même combat dans les jours à venir au niveau du PRD également. PRD solidement assis. Ce n'est pas évident, parce que les informations font état de ce qu'il y a des problèmes de positionnement dans la logique de la formation du gouvernement. Et donc, forcément, nous irons vers cela également. Lorsque nous observons tout ça, nous nous disons que le gouvernement nous amène à assister, après cet échec cuisant, durant 1 an, de la recevabilité. Je ne dis même pas du vote. Je ne dis même pas du vote par le peuple, ou tout simplement du vote par la majorité requise au niveau du Parlement, du projet de révision de la Constitution, mais je me dis, le refus de la recevabilité par la Constitution de la minorité de blocage, à laquelle on ne s'y attendait pas du tout, qui donne la preuve de l'amateurisme notoire dans lequel végètent aujourd'hui ceux qui se disent grands acteurs politiques entourant le chef de l'État. Suivez mon regard. Nous allons également assister à un échec cuisant dans l'accaparement des partis politiques par leur implosion, parce que la crise au niveau du PSD, la crise au niveau de la l'ARB, la crise au niveau des FCBE, toutes ces crises ne favoriseront pas les frondeurs. Les frondeurs vont effrayer le chemin, vont lézarder le mur aux néopoliticiens, aux acteurs politiques que le pouvoir actuel a bel et bien envie de positionner. Vous devez le constater. Mais ils n'auront pas fait ça à leur dépens. J'en viens. Vous devez le constater. Et lorsque on nous dit à Saint-Valou qu'il y a mouvement, on voit Madame Atanassor avec le ministre de la rage et de la ruse. On voit. Vous faites allusion à qui précisément? Tous les Béninois l'ont suivi. Nous allons faire de la politique avec la rage et la ruse, confondant la tribune d'un tribunal où on peut plaider un dossier à la scène politique ou la gestion des susceptibilités, le langage politique en considérant l'émetteur, le récepteur et le choix du couloir du 30, etc. L'amateurisme qui dessert le gouvernement. Lorsque l'on constate tout ça, je me dis que l'actuelle équipe gouvernementale joue avec le feu. Ne joue pas seulement avec le feu, mais est en train de décevoir l'espoir de tout un peuple. D'abord sur le plan économique. On appréciera. Avec votre permission, laissez-moi aller. On reviendra là-dessus. Au bout de la logique. Je voudrais bien recueillir rapidement. 30 secondes, okay, et j'en aurai fini. 30 secondes et j'en aurai fini. Dans cette logique d'échecs successifs sur le front économique, avec comme corollaire la prédation, je pèse mes mots, des maigres ressources de la nation, par la prise en otage des marchés publics, par la privatisation à outrance des sociétés que nous avons encore qui tiennent, par le développement de la méchanceté gratuite à l'endroit des acteurs, j'en finirai, oui. Par le développement de la méchanceté gratuite à l'endroit de ceux qui osent dire autre chose, tant au niveau des acteurs politiques, de la presse, que de la société civile, que les sbires et les sanctuaires de la République. Lorsque nous en arrivons à constater également qu'au niveau des acteurs politiques, nous constatons la déconfiture organisée de toutes pièces par les acteurs du gouvernement en place, parce qu'on les voit, on voit leurs journaux servir de relais pour attiser de la haine,
pour attiser les mésententes entre des partis politiques qui avaient toujours des problèmes. Mais Dri François, mais qui ont toujours trouvé... C'est le jeu politique. Non, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Je reviens vers vous. Il n'y a pas de jeu politique. Je reviens vers vous. L'éthique et la morale. Avec une minute. Oui, mais Agapit Maforika, j'ai posé une question fondamentale parce que beaucoup observent, et vous le savez, ce n'est secret de personne, la chose politique attire beaucoup, mais beaucoup s'interrogent tout de même. Les partis politiques devraient servir de tremplin pour accéder à la magistrature suprême, donc la gestion de la cité. Alors, lorsqu'au sein des partis politiques, il arrive que des leaders qui ont des parcours quand même remarquables, la période post-révolution, pour faire plus court, c'était démocratique, du renouveau, et qu'on n'arrive pas à régler des différends qui apparemment paraissent simples à régler, puisque très internes. Comment arriver donc à convaincre le grand nombre de ce que, oui, assurer la destinée d'un État, c'est bien possible? Non, vous êtes allé trop loin. En réalité, vous voyez, moi, je pense qu'au-delà des partis politiques, c'est toute l'intelligentsia du pays qui est totalement déprimée. Toute l'intelligentsia? Toute l'intelligentsia qui est déprimée. Vous ne pouvez pas imaginer quand même un pays tourner avec tant de malhonnêteté. Approuvé, connu et assumé. Vous ne pouvez pas imaginer des personnalités, vous l'avez dit, qui ont un passé, qui ont des idéaux, qui ont défendu des idéaux, qui ont construit des repères pour des jeunes. S'assumer, finir de cette manière. Ce n'est pas que Bruno Amoussou. Je n'ai pas envie de citer des noms. Mais il se fait franchement que le pays va à la déprime parce que son intelligentsia est en perdition. Kérékou parlait des intellectuels tarés et dépaysés, déjà sous la Révolution. Les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, moi, je pense que 25 ans, 30 ans après, 35 ans après, je me rends compte que le président parlait en parabole. On a l'impression que les gens sont allés étudier, ont appris, mais ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils sont perdus de chez eux. Ils se perdent et ils tournent en rond. Je n'ai pas envie de revenir sur la malhonnêteté ambiante dans ce débat-là. Il y a une malhonnêteté. On va me dire que la politique est un jeu d'intérêt. D'accord. Mais il y a une malhonnêteté ambiante parce qu'on sait que quelqu'un a été élu régulièrement. Et ça, là, au moins, on doit lui donner acte. À un moment donné, qu'il y a eu des fautes, des failles, on doit lui donner acte et faire la bataille politique plus sérieuse. Mais j'ai constaté, simplement, au fil des ans, que certains tiennent un discours. Au gouvernement, moi, j'ai pas envie d'aller comme Médéric peut-être, mais au gouvernement, quand vous voyez des gens qui ont tenu des discours, sur par exemple la présomption d'innocence, sur les procédures, le respect des procédures, et qui aujourd'hui ne les appliquent pas et défendent parfois l'indéfendable, accusent avant même que la justice l'accuse, parlent au nom d'autres personnes avisées, vous vous demandez est-ce que nous sommes dedans. Donc si on revient aux partis, les partis ne sont que le reflet de ce que l'intelligentsia est aujourd'hui. Nos partis ne sont que le reflet. Ce qui se passe c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit que ce n'est pas une situation nouvelle, ce n'est pas une situation propre au PSD. Mais ça illustre, parce que quand vous regardez la personnalité du président Moussou, ça montre là où nous sommes, la déconfiture est allée. Capitaine, je ne vous interromps pas, mais lorsque vous parlez comme ça, vous donnez certainement des craintes à certaines personnes. Parce que l'option, à un moment donné, avec l'équipe actuellement en place, c'est d'aller vers la refonte des partis politiques, en arriver à en avoir 2 ou 3 pour éviter on tout décrète ce pas la refonte. On ne décrète pas la refonte. Le président Soglo, déjà, à la conférence nationale, voulait 2-3 partis. Mais c'est lui qui a mis en place la commission. C'est-à-dire que... Lui, il n'y est pas allé. Donc, on devrait aller à un autre débat. Mais Quel débat? Il faut aller dans un débat national. On ne décrète pas. On ne décrète pas. Pourquoi la révision de la Constitution a échoué? Tout le monde est d'accord pour réviser. Pourquoi il y a eu cette minorité de blocage? Les gens ne se sont pas posé les bonnes questions. On a tout fait d'aller sur le terrain politique, ce qui est normal d'ailleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi un vote au Parlement, on se lamente des positions politiques des gens, alors que c'est un vote au Parlement. Et le Parlement, c'est le lieu de la politique par outrance. Le gouvernement doit être le lieu de l'action, alors que pendant que le Parlement est le lieu de la politique, des positionnements, des options. Mais on s'est lamenté, on s'est désolé, à la limite, on a refusé à certains d'avoir leur position de cette minorité de blocage. Alors, et on s'est lancé comme mesure de représailles, on doit aller maintenant vers telle chose. Non,
Donc, c'est ça qui est inquiétant dans l'affaire. Donc, réduire le nombre de partis politiques ne va pas régler le problème de la classe politique. Ce n'est pas une affaire de réduire, c'est une affaire de système. Regardez, le mode du scrutin est le tard, c'est la prise. Là où il y a du hiatus, c'est au niveau du mode de scrutin. Après, du moment où c'est un scrutin de liste, c'est le positionnement en tête. Ça veut dire que le deuxième fait élire le premier, le troisième fait élire le premier, le quatrième fait élire le premier. Donc, c'est déjà, il faut analyser les problèmes. Quand on dit il faut moduler, on réduit. Même si on réduit à 3, il y aura des problèmes. Même si on réduisait à 3, il y aura des crises. Parce que ça va réduire les marchandages. Ça va réduire sans doute les marchandages, même la corruption. Au niveau des. Quand on dit scientifique, quand on dit caution, le point va se poser parce que le problème, c'est le positionnement et le soutien. Au niveau du soutien à l'action gouvernementale, s'il n'y a pas de démocratie à la base, s'il n'y a pas un modèle où les partis politiques sont bien managés, alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de décréter. On peut décréter, on peut aller aux élections, on peut dire que oui, il faut avoir 5% dans tout le pays. D'accord, ceux qui ont l'argent vont faire les campagnes, on va acheter des voix, on va trouver tout ce que nous connaissons comme les failles. Je pense que là où était le problème, c'est de revenir sur le système de 90. J'ai l'impression qu'on a sacralisé le système de 90. C'est un système conjoncturel. La conférence nationale était une situation conjoncturelle. Le système de la révolution était bloqué. Le parti devrait gouverner l'État. La loi fondamentale de 77 était une loi calquée où on a dit que le parti dirigeait l'État. Après, les organes centraux du parti d'État sont retrouvés pour dire que le parti ne dirigeait plus l'État. On n'avait plus de constitution. Donc on s'est retrouvé dans un État où il y avait une hyperstructure, mais qui n'avait plus de base solide. Il n'avait même plus l'architecture institutionnelle n'existait plus parce que le fondement sur lequel tout cela a été bâti a sauté parce que les instances dirigeantes ont dit. Donc du coup, il fallait aller à la conférence nationale. On est allé, on a pris des décisions. Quand vous faites ça, avec le recul, vous analysez un à un les piliers. Oh, ça fait longtemps que ces piliers ont montré leurs limites. Vous voyez, quand les institutions donnent des... Aujourd'hui, quand un tribunal, le tribunal donne, dans une crise, donne une décision, selon qu'on soit d'accord dans un cas ou dans un autre, il y a corruption. Dès qu'une institution prend une décision, selon le positionnement qu'on a, on dit, il a été payé. Quand la Cour constitutionnelle sort une décision, excusez-moi, donc ça montre simplement que on n'est plus dedans. Quand le peuple est totalement déconnecté de ces structures, les institutions ne fonctionnent plus. L'hyper-présidentialisme, et ce n'est pas sur ce régime seul, la démocratie pluraliste qu'on est censé avoir créée n'existe plus. Quand le président arrive, personne ne veut être de l'opposition parce qu'on a estimé, et le président Mbedi l'a tellement clairement expliqué, personne ne veut faire de l'opposition parce qu'on estime qu'il faut être au pouvoir. Conséquence, tout le monde veut être au pouvoir et faire le jeu de pouvoir. Le pouvoir lui-même, fort de cela, ayant en main l'armée, l'administration, les finances, la justice, le président de la République, le président du Conseil supérieur de la magistrature, ayant tout ça en main, joue avec... Et on a l'impression qu'on est dans un État démocratique. Oui, on peut parler, là je parle, on peut dire que oui, c'est la démocratie. Mais en réalité, on est dans un hyper-présidentialisme totalement désolant qui fait que, en réalité, rien du tout. Donc, quand on en revient, je conclurai, je dis, c'est vrai, réduire les partis à 2 ou à 3 est une bonne chose. Sans doute, c'est bien. Mais il faut d'abord, c'est quoi notre système partisan? C'est quoi le militantisme partisan? C'est quoi les fondamentaux de cela? C'est quoi le fonctionnement à l'intérieur du parti? Et ensuite, maintenant, c'est quoi le mode de scrutin? Si le dernier, votre aura, va permettre de faire élire quelqu'un comment on a dit, parachute, parce qu'il fait le jeu du pouvoir, parce qu'il a les moyens de faire la nuit, et lui devient tête de liste, et vous serez troisième parce que vous n'êtes pas de la région, le chef du parti. Si c'est comme ça que, évidemment, si vous ne payez pas aussi votre cotisation pour le fonctionnement du parti, si le financement du parti était une nébuleuse, si personne ne se soucie de d'où viennent les moyens, vous comprenez qu'on peut réduire les partis à 2. Mais on ne sortira pas de l'aubaine. Donc voilà un peu la situation clairement exposée. Médéric François Gongo, le Bénin, hier, laboratoire de la démocratie, serait en train de perdre sérieusement les plumes. Et la parade qu'on espérait heureuse avec l'annonce faite par le régime semble aussi... presque du pipeau, pour reprendre l'expression des autres. Que faut-il faire? Nous sommes dans une crise des élites urbaines. Des élites urbaines. Les élites urbaines, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité d'avoir ces connaissances livresques, qui sont illuminés dans un sens ou dans un autre, et qui ont le devoir, le droit de conduire la communauté tout entière vers de meilleures destinées. Nous pensons que ceux-là méconnaissent leur rôle
ignorent leur rôle ou font semblant de s'accommoder au système ambiant. Tout comme les opérateurs économiques qui sont au pouvoir, je veux parler notamment du chef de l'État et de tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui, ont toujours pensé qu'ils sont presque propriétaires du pays en matière de marché public, en matière, bref, des affaires. Nous avons des carriéristes politiques qui se disent qu'ils sont les seuls à pouvoir régenter le jeu politique et que sans eux, ils ne devraient pas avoir de jeu ou tout simplement, ils devraient se mettre en position d'y foutre du bordel. Malheureusement ou heureusement pour nous, les deux pans de la société, aujourd'hui, se retrouvent au cœur d'intérêts incestueux. Incestueux parce que les acteurs politiques veulent coûte que coûte être au pouvoir. Les acteurs économiques qui n'ont eu d'autres activités que les marchés publics, que la gestion des agréments de l'État, se retrouvent également au pouvoir. Et très facilement, les deux pans arrivent à trouver la passerelle pour mettre en veilleuse l'évolution normale de la démocratie, c'est-à-dire l'effectivité du choix du peuple. Que représente aujourd'hui le choix du peuple? Je ne trahirai aucune opinion lorsque je me référerai à ce que le chef de l'État actuel a bel et bien dit. Je cite, on peut bien être médiocre, mais il suffit de ne pas avoir de candidat valable devant soi pour se faire élire. En d'autres termes, lorsqu'on sait qu'on est médiocre, il faut tout faire pour abattre tous les éventuels candidats pour être le seul ou sinon avoir des sous-fifs autour de soi et s'imposer au peuple. Est-ce que vous ne ramenez pas le problème des partis politiques à la seule personne du chef de l'État? Non, je pense qu'on a connu des crises au sein des partis politiques. Même au niveau de la Renaissance du Bénin, on avait connu une crise. Et la Cour constitutionnelle avait été appelée. Mais n'est-ce pas parce que ces crises ont été mal gérées? Nous avions vu au niveau de la Renaissance du Bénin, avant même que cela ne soit la Renaissance du Bénin, il y avait le CNOS avec Feu Féliro. Après, nous avons eu l'UTR avec les Jean-Marie Zohou et autres. Après, nous avons eu beaucoup de tendances avec Mito Baba ici, Banatanel là-bas et autres. Et c'est suite à l'appel de Goro que nous avons eu ce semblant de regroupement qui s'est étiolé avec le temps. Parce que de 27 députés, la Renaissance du Bénin se retrouve aujourd'hui à moins d'un groupe parlementaire. C'est dire que nous devons revoir de fond en comble et la charte des partis politiques et le statut de l'opposition pour que être opposant ne soit pas synonyme à être condamné à vivre la galère. Nous devons essayer d'établir d'étanchéité, de limites entre la société civile, parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui ont utilisé la tunique, le manteau de la société civile pour appâter le peuple, pour finalement nous démontrer aujourd'hui qu'ils peuvent faire de la politique avec la ruse et la hache, après avoir échoué durant 1 an sur le fond de la révision de la Constitution, et après avoir collectionné près de 12 mises en cause de lois mises en œuvre sans qu'il y ait conformité par rapport à la loi fondamentale. Je crois aujourd'hui que pour ceux qui ont accepté de dire la vérité, hein, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est compliqué dans notre environnement, ceux qui ont accepté de dire la vérité ont l'obligation morale et physique de la dire, et de la dire même s'ils se retrouvent à être seuls. Parce que généralement, ce n'est que l'histoire qui est appréciée de manière valable. Donc, dans le cas de figure, je pense que les partis politiques actuels n'ont plus de véritable raison d'être. Ces partis politiques ont échoué. Et c'est là où je regrette un peu la mise en cause de l'ensemble du projet de révision. Vous savez, on pouvait régler ce problème à partir de la charte ou bien à partir d'un texte de loi. Mais vous permettez très rapidement, je vais vous faire lire rapidement cette citation de Sartre au sujet des partis politiques et ensuite la question suivra. Il disait, je cite, « Les partis politiques sont pratiquement des États en miniature. Les instants de crise d'un État doit interpeller son voisin immédiat, puis ensuite le grand ensemble d'appartenance. » Alors, pourquoi, lorsque des situations arrivent à un parti politique, des partis politiques seuls, ne volent-elles pas au secours
se sentant aussi concernés et on observe de loin ce que l'on vit. Cas de figure, le PST et les autres partis. Non, écoutez, c'est parce que c'est déjà vu. Ça n'éblouit personne, ça n'étonne personne. Je racontais à un ami un certain nombre de dysfonctionnements au niveau supérieur de l'État. Il dit non, mais tu sais, alors que c'est un ami qui a quand même de grands principes. Oh, tu sais, mon cher, l'État a les compétences de sa compétence. Alors quand on te dit ça, tu comprends que rien ne supplée plus personne. L'État a les compétences de sa compétence. Donc l'État lui-même peut dire, se dédire. Alors, il paraît que le développement en souffre quand c'est comme ça. Mais tout le monde, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Quand vous, oui, c'est le pays. C'est le pays. Ah oui, mais bon, laissons faire. Bon, voilà. Il y a une sorte de récit. J'ai parlé de dépression de l'intelligence. C'est ça le problème. Il y a une sorte de résignation. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Et le peuple, c'est qui le peuple? C'est l'opinion. Et aujourd'hui, dans un pays d'analphabètes à 70%, quelle est l'opinion? Le grand monde est là, travaille, va à cette occupation. Il y a une minorité qui en impose aux autres parce qu'ils ont la chance d'être obligés au lieu de prise de décision. Nous faisons partie de cette minorité-là. Et c'est nous qui trichons avec la grande masse qui travaille tous les jours, ardemment pour nourrir la minorité, et fonctionnaires, nous qui parlons de temps. Donc, nous qui sommes à un niveau décisionnel ou infradécisionnel quand même. Et que donc, ce qui se pose aujourd'hui, c'est que la crise des partis n'étonne plus personne. Quand en 91, déjà, même en 90, comment notre cause commune a été créée? Comment le Rassemblement national pour la démocratie, RND? On n'a pas le temps de remonter tout ça. Ce pays n'a connu que des crises de partis. Donc, rien n'étonne plus. Alors, c'est pour ça que je dis que 90 était une situation purement conjoncturelle. Alors, pourtant, faut-il pas s'en inquiéter? Justement, c'est ça que je dis. 90 était on aurait dû, comme tu vois, il y a à soulever, à faire faire à la conférence économique nationale en 98. D'ailleurs, on n'en a rien fait par ailleurs. Ça doit chercher Bénin la FIA 2025, qu'on a d'ailleurs pas utilisé. Donc, mais on aurait dû séquencer après et faire des grands débats. On a fait les forats, les tables rondes, les états généraux. On n'a pas fait l'état général des partis politiques. Tout au moins, on aurait dû s'asseoir et imaginer, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, montrer. On a quitté 18 personnes, on a remonté, on a augmenté le nombre par département. Mais c'est facile, moi, de ma chambre, je peux appeler des amis et pas faire tâche d'huile. Je peux déjà avoir au niveau des 12 départements les 3 ou les 6 qu'il faut pour créer un parti. Mais beaucoup le font, payent pour qu'on aille prendre les casiers judiciaires et puis c'est fini. Non, il faut plus que ça pour créer un parti. Il faut des réflexions, il faut une table ronde, il faut une charte, il faut un forum, il faut que les acteurs puissent parler de quel système partisan. Ce n'est pas les décréter. Pour moi, on a mis la charrue avant les bœufs, le système de révision de la Constitution. Moi, je suis un partisan de cette affaire. Je suis même plus loin, je vais plus loin pour changer la République. Pour moi, quand 90 a vécu, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Agapit, vous allez clôturer avec cette petite question. Oui. Dites, une nouvelle génération de partis politiques aidera-t-elle le Bénin à sortir vraiment de l'ornière? Une nouvelle génération de partis politiques sur la base d'un minimum de consensus sur la question. Ça veut dire quoi? Il faut nécessairement ouvrir un dialogue. Je dis toujours, tout ce qu'on imposera, parce qu'on a la force du nombre au Parlement, ne peut pas résister au temps. Parce que lorsque la force va changer, lorsque le rapport de force va changer, ceux qui ont perdu aujourd'hui voudraient devenir encore les acteurs, montrer qu'ils ont la force du jour, du moment. C'est pour ça qu'il faut fonder la force sur la loi. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le même. Merci Agapit, Maforika, Médéric François Gongo. Oui, ça va être aussi votre mot de fin. Une nouvelle génération de cadres politiques pour espérer aider le Bénin à sortir. Je pense que si nous devons nous arrimer à la logique dans l'Hexagone en France, c'est que les partis politiques doivent se constituer sur la base des idéologies politiques. Et aujourd'hui, jusqu'à peu de contraire, nous avons 3 grands ensembles. Ou vous êtes de la gauche, ou vous êtes de la droite. De la gauche, priorisant l'emploi, le social. De la droite, donnant beaucoup plus de place au capital. Ou vous êtes centriste. Tu vas travailler à où? Ou vous êtes centriste. Et là, ça permettra de savoir qui peut faire quoi. Sinon, on ne peut pas décréter. Il faut une remise en cause systématique de ce qui se passe. Le spectacle aujourd'hui est désolant. Le Bénin va tout droit dans le mur. Et je pense que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui seront entièrement responsables devant le peuple et devant l'histoire. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, c'est terminé pour le numéro du jour. Avant de prendre congé de vous, cette citation de l'écrivain français Beaumarchais, je cite « On ne s'intéresse guère aux affaires des autres,
que lorsqu'on est sans inquiétude sur les siennes. Mesdames, Messieurs, n'attendez pas que la vôtre soit en difficulté avant de réagir. Demain pourrait être trop tard. Merci pour la fidélité à 100% Bénin. À très vite.